Des négociations directes entre les États-Unis et l'Iran sans passer par un intermédiaire. Ce face-à-face marque une rupture avec les échanges précédents. Les deux camps négocient en ce moment à Islamabad, au Pakistan. Vont-ils trouver un accord pour une paix durable? On fait le point avec Luc Hurtel. Sur le tarmac de la base aérienne de Nourkhan, leur atterrissage est scruté par le monde entier. Emmené par le président du Parlement iranien Mohamed Khalibaf et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, la délégation envoyée par Téhéran est arrivée vendredi soir à Islamabad pour des négociations sous haute tension. Les Iraniens en ont donné le ton en publiant des photos et un nom. L'avion de la délégation a été rebaptisé pour l'occasion Minab 168, en référence aux 168 écolières tuées par un missile Tomahawk au début de la guerre lancée par les États-Unis. Parmi les revendications clés de Téhéran, la levée totale des sanctions et le retrait américain de ses bases au Moyen-Orient et surtout une ligne rouge, l'arrêt total des frappes, y compris celles menées par Israël au Liban. Un cessez-le-feu, y compris au Liban, faisait partie de l'accord visant à mettre fin aux hostilités. Nous ne nous sommes pas contentés de le dire ou de l'affirmer. Le médiateur pakistanais l'a également déclaré. Cette question a été soulevée très rapidement ces derniers jours et depuis notre arrivée ici hier, la communication entre Islamabad et Beyrouth n'a pas cessé. Leurs interlocuteurs américains ont rejoint la capitale pakistanaise ce samedi matin avec pour représentant le vice-président J.D. Vance, l'envoyé spécial américain Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner. La veille, le président américain a confié à sa délégation deux priorités absolues, la réouverture du détroit d'Ormuz et la fin du programme nucléaire militaire iranien. Pas d'armes nucléaires, c'est la priorité numéro 1. Vous savez, je pense qu'il y a déjà eu un changement de régime, mais cela n'a jamais été l'un de nos critères. Pas d'armes nucléaires, c'est 99% de la négociation. Le détroit d'Ormuz aussi? Oui, mais il s'ouvrira automatiquement. Au 4e jour du cessez-le-feu, les habitants de Téhéran accueillent ces négociations avec prudence. On ne peut absolument pas faire confiance à l'autre partie, les États-Unis. Même si nous obtenons des résultats concrets et définitifs, il y a toujours un risque que l'accord tombe à l'eau. Le Premier ministre pakistanais, qui agit comme médiateur dans les discussions, a salué la présence des délégations qui ont commencé dans l'après-midi à négocier à l'hôtel Serena, placé sous haute sécurité. Des négociations qui, je le rappelle, ont lieu en direct. Emmanuel Macron vient de réagir. Le président français invite son homologue iranien à saisir l'opportunité des discussions au Pakistan pour une désescalade durable. Et maintenant, nous partons à Dubaï. Retrouver Eva Dippadzi. Bonsoir. Vous êtes notre correspondante. Le Koweït a subi des frappes iraniennes dans la nuit de jeudi, mais depuis, les pays du Golfe sont épargnés. Comment voit-on ces négociations à Dubaï et dans la région ? En effet, Estelle, le Qatar et l'Arabie saoudite devraient prendre part dans les discussions en marge des négociations. D'ailleurs, le ministre saoudien des Finances s'est rendu à Islamabad, officiellement pour manifester un soutien économique au Pakistan. Mais les États du Golfe sont inquiets face au risque de voir Washington, en quête d'une sortie de crise, accepter un accord qui sacrifierait leurs intérêts. Vu du Golfe, les exigences iraniennes apparaissent très inquiétantes, même avec d'éventuels compromis. En cause notamment le maintien du contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz, en contradiction avec le droit international. Les États du Golfe réclament le retour complet de la libre navigation dans le détroit, l'arrêt des attaques iraniennes contre les pays de la région et la fin du soutien de Téhéran à ses proxys. Ils demandent aussi des garanties pour la sécurité des civils et la stabilité régionale. En coulisses, la frustration grandit face au peu de place accordée à ces priorités. Les Émirats arabes unis, les plus visés dans le Golfe par les attaques iraniennes, ont mis en garde contre un règlement qui ne traiterait pas l'ensemble des menaces représentées par l'Iran. Un accord qui laisserait ces pays de côté risquerait même de rester fragile et temporaire. Alors Eva, on va revenir sur la réouverture du détroit d'Ormuz. Donald Trump affirme que c'est en train de se faire, que les Américains libèrent ce détroit. Est-ce que les pétroliers arrivent à passer ? Alors, pour l'instant, un tanker américain aurait traversé le détroit aujourd'hui. Mais sinon, depuis le début de la trêve, seuls quelques navires ont pu emprunter ce passage maritime. La plupart battaient le pavillon iranien ou celui des pays alliés de l'Iran.
quelques 230 pétroliers restent toujours bloqués dans le Golfe. Sultan Al-Jaber, le PDG du géant pétrolier d'Abu Dhabi, ADNOC, et ministre émirien de l'Industrie, a tiré la sonnette d'alarme cette semaine, disant que la sécurité énergétique et la stabilité économique mondiale dépendent de l'ouverture totale du détroit. Et pour lui, le passage conditionnel n'est pas un passage, c'est un contrôle déguisé. Enfin, le coût économique de cette guerre pourrait atteindre 200 milliards de dollars pour les nations arabes du Golfe. Eva Dipazzi en direct de Dubaï. Merci à vous.